Merci de nous suivre à travers le monde. Nous recevons en exclusivité Maître Sekera qui va sauver mon. Maître Sekera, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien, maître. Oui, ça va. Ça va. Ça va, malgré... Malgré la situation du pays, mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'on est encore là. Ah oui, merci beaucoup. L'Est de la RDC fait face à une crise sécuritaire grave. En tout cas, le M23 avance à grands pas. Ils ont réussi à conquérir plusieurs villages et villes, notamment Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Plusieurs militaires ont fui le rang, craignant la force de l'ennemi, maître. Pendant ce temps, la justice militaire s'est vite saisie de la question et plusieurs militaires qui ont déserté sont ainsi poursuivis par la justice. 180 d'entre eux comparaissent devant la justice au Sud Kivu. Alors que le pays fait face à une agression, à une grande crise caractérisée par la mauvaise prise à charge des militaires et les mauvaises conditions de prestation, plusieurs facteurs pouvant leur remporter la victoire sont alors impossibles. Alors, quelle est la base, sur quelle base légale repose la poursuite des militaires ayant déserté face à l'ennemi, maître? Oui, c'est en fait l'article 57 du Code pénal militaire congolais. Et cet article dispose est puni de peine de mort, tout militaire ou assimilé qui sera coupable de lâcheté. Par lâcheté, il faut attendre la fuite devant les forces ennemies ou bandes insurrectionnelles ou l'emploi de moyens irréguliers pour se soustraire à un danger. C'est-à-dire ici, ce qu'on appelle fuite devant l'ennemi, c'est en fait ce que la loi appelle la lâcheté. Donc pour un militaire, lorsque vous êtes engagé dans les rangs des FARDC, il vous est interdit de fuir devant un ennemi. Et si vous fuyez, vous êtes rattrapé par l'article 57 du Code civil, du Code pénal militaire, qui réprime de mort la fuite devant l'ennemi. Donc voilà la base légale. C'est notre code pénal militaire. Dans un contexte de mauvaises conditions de travail, la justice peut-elle atténuer leurs responsabilités? Exact. Mais là, il faut maintenant, lorsque vous êtes devant le tribunal, les avocats qui défendent peuvent soulever ces conditions comme circonstances atténuantes pour justifier, pour dire que non, même si il a commis l'infraction, l'État devrait aussi, du moins comprendre qu'il a une certaine responsabilité et qu'à ce niveau, il ne faudrait pas le condamner sévèrement. Cela peut arriver, mais c'est le juge qui apprécie. Il peut, tout comme il peut ne pas accorder ces circonstances atténuantes. Parce que vous savez, en fait, la justice militaire, c'est une justice de discipline. Parce que lorsqu'on est dans une logique de guerre, bon, en un certain moment, la justice, elle est là beaucoup plus pour renforcer en fait l'armée. Faire à ce que les militaires qui sont au front, qu'il n'y ait pas d'autres qui puissent être tentés, par exemple, de se soustraire. Parce que quand vous êtes au front, vous devez vous battre jusqu'au bout. C'est ça, en fait, la logique militaire. La poursuite de ces militaires respecte-t-elle les principes du droit international humanitaire? Bon, vous savez, les principes du droit international humanitaire, ce sont des principes qui ne s'opposent pas au droit interne. Sur le plan interne, lorsqu'il y a déjà un code pénal qui réprime tel acte, bien entendu, aujourd'hui, dans le monde, il y a une tendance à supprimer la peine de mort. Il y en a ceux qui disent que non, la peine de mort, elle est déjà en elle-même contre les droits humains. Mais pour l'instant, dans notre pays, la peine de mort est encore prévue dans notre code pénal. Et en fait, les États sont souverains.
Parce que les États-Unis continuent à appliquer la peine de mort et beaucoup d'autres pays appliquent la peine de mort, même des pays occidentaux. Et donc, il appartient à un État de déterminer, parce qu'il y a des questions de souveraineté. Mais ici, nous sommes dans un contexte de guerre où il faut défendre le territoire. Lorsque les militaires prêtent serment, ils prêtent serment de défendre le territoire jusqu'au sacrifice suprême. Et ici, je peux dire que cette disposition légale rattrape en fait le serment que le militaire prête quand il entre dans l'armée. Donc, il a prêté serment de défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême. Il doit aller jusqu'au bout. S'il fuit devant l'ennemi, c'est comme une violation, c'est comme un parjure. Donc, il a prêté le serment. Et la justice militaire, et puis ce qu'il faut dire, la justice militaire applique la loi. Mais ce ne sont pas les magistrats qui font la loi. C'est le Parlement qui fait la loi. Donc l'Assemblée nationale, les députés. Donc, le militaire, la justice, elle n'applique que la loi qui a été élaborée par le Parlement. Tant que c'est la loi du pays, le juge n'a pas aussi d'autre choix que de l'appliquer. Alors, quelle distinction fait-on entre désertion et repli stratégique à droit militaire? La désertion, c'est en fait le fait de quitter. Un militaire, il quitte l'armée sans passer par les procédures requises. Il déserte. C'est comme une personne qui quitte son travail sans pour autant passer par les formalités légales. C'est ça un peu ce qu'on peut appeler la désertion. Mais la fuite devant l'ennemi, ce n'est pas une désertion, parce que le militaire, il reste militaire, mais seulement il fuit, tout en restant militaire. Tandis que le déserteur, lui, c'est comme si le déserteur, en fait, il quitte. Il est censé avoir quitté les forces armées sans respecter la procédure. Voilà un peu la nuance. Alors, quel recours ces militaires ont-ils pour se défendre devant la justice? Le recours, c'est que si c'est devant la cour militaire, le militaire peut interjeter appel à la haute cour. Ou bien si c'est devant le tribunal militaire de garnison. Parce que moi, ces infractions, la compétence, c'est de la compétence du tribunal militaire de garnison. Lorsque le militaire est condamné devant le tribunal militaire de garnison, il peut faire recours, il peut interjeter appel à la cour militaire. Et même après la cour militaire, il peut faire ce qu'on appelle le pourvoi en cassation à la haute cour militaire. Et même pour le cas de la peine de mort, la peine de mort ne peut pas être exécutée sans qu'il y ait une procédure aussi de grâce présidentielle. Donc à ce niveau-là, il peut aussi bénéficier d'une grâce présidentielle. Et donc, il a quand même des voies de recours. D'abord, il a le droit de se défendre, ça c'est de un. Mais de deux, il a le droit, s'il est condamné, d'interjeter appel, de se pourvoir en cassation. Et même, il a la chance de solliciter la grâce présidentielle. Donc, il a plusieurs voies faites pour s'en sortir. Maître Sekera, qui va souvent... Alors, cette procédure judiciaire ne risque-t-elle pas de démotiver davantage les forces armées de la République démocratique du Congo? Non, bien au contraire. Bien au contraire. Parce que si la justice militaire elle est clémente envers les militaires qui fuient devant l'ennemi, sinon ça va se développer, sinon ça va être comme une habitude. En fait, lorsque vous vous êtes engagé dans l'armée, vous devez vous battre jusqu'au sacrifice suprême. C'est ça le serment. Si vous fouillez devant l'ennemi, c'est déjà un manquement. Et si, parce que la justice militaire, elle est sévère, et ce n'est pas pour rien, c'est dans la logique
de décourager toute personne qui peut vouloir fuir. Parce que si un militaire sait que, une fois il fuit, ce qu'il attend c'est la mort, ça veut dire qu'au front, il saura qu'il n'a pas d'autre choix que de continuer à se battre. À ce moment-là, ça ne décourage pas, mais plutôt ça encourage. Parce que celui qui est au front, il sait que non, je n'ai pas d'autre choix que de me battre jusqu'au bout. Parce que si je fuis, on va aller me tuer. Autant mieux me battre et tenter de voir si je peux trouver une voie de sortie, c'est-à-dire vaincre l'ennemi et rester en vie, que de fuir et d'aller subir la peine de mort. Moi, je crois plutôt que ça encourage les militaires à se battre, à continuer à rester au front. Alors, Maître Sekera, comment garantir l'équilibre entre discipline militaire et prise à compte des conditions de terrain? C'est une question qui est, je dirais, elle est politique. Elle est politique. Pourquoi? Parce que ce sont en fait les politiques qui gèrent l'État. Et ce sont les politiques qui font le budget du pays, dont les députés. Parce que, en fait, moi-même comme citoyen congolais, mon avis personnel par rapport au traitement du militaire, c'est que dans un pays où la sécurité, c'est la priorité, le dernier des militaires, il touche 240 000 francs. Ce n'est pas 100 $. C'est aberrant. Mais à ce niveau ici, nous devons faire pression sur les députés qui font le budget. C'est eux qui font le budget du pays. Ce n'est pas normal que dans un pays où nous faisons face à la guerre, le militaire qui se sacrifie au front, qu'on puisse lui payer peu d'argent. Aujourd'hui, j'ai même fait une autre interview où moi je disais ceci. Ma position, c'est laquelle? Si on veut gagner la guerre, nous devons renforcer notre appareil de défense. Parce que déjà, même sur le plan de l'effectif, moi j'estime que même l'effectif, on n'a pas assez de militaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? À mon humble avis, un militaire, on devait lui payer, si c'était peu, sinon c'est 300 $, le dernier. Mais en principe, dans les conditions actuelles, il faut se battre pour que le militaire soit à 500 $. Parce que si le militaire est à 500 $, il sait que chaque mois je touche 500 $, on lui garantit une prime de guerre, par exemple de 100 $, avec le manger. Il va savoir que non, ma famille, donc mon épouse, va chaque fois gérer ma famille avec les 500. Moi, je reste avec les 100 $ de la prime et puis je suis bien traité. À ce moment-là, même les gens sérieux, parce que la fois passée, j'ai suivi, nous étions, quand le gouverneur a tenu, disons, son speech ici à la mairie, il a dit non, même les gens sérieux, ils disent non, eux vont plutôt ailleurs, ils ne vont pas à l'armée. Mais pour encourager les gens à y aller, il faut seulement améliorer les conditions de travail. C'est ce qu'il faut faire. Mais, et ça, moi j'interpelle les députés. Comment est-ce que ici, les députés d'ici, moi je suis, pour moi, j'estime même que c'est scandaleux de voir des députés amener aux militaires à manger. Parce que le militaire congolais ne devait pas attendre la charité de quiconque. Il fallait le mettre dans les conditions de travail telles que il puisse se suffire à lui-même. Mais lorsque le militaire lui-même devient vulnérable, cela n'est pas normal. Et donc moi j'estime que la question là que vous posez, nous devons la poser aux députés. Nous devons la poser aussi à la population. Parce que pour moi aujourd'hui, par exemple, les fonctions des députés dans notre pays, on ne devait pas continuer à payer aux députés beaucoup d'argent. Il faut plutôt concentrer l'argent vers les gens là qui meurent. Comme ça, les députés, s'ils peuvent avoir juste des jetons de présence, tout cet argent, les députés, même les ministres, il faut diminuer leur traitement. Et même il y a les DG des entreprises. Si vous voyez combien ils touchent comme argent, c'est beaucoup d'argent. Mais comment nous? Parce que l'argent du pays, c'est notre argent. L'argent du pays doit être affecté aux problèmes du pays.
Le problème prioritaire dans ces pays, c'est la sécurité. Comment est-ce que la sécurité peut être la priorité et on donne à un militaire moins de 100 $? C'est comme le sacrifier, ce n'est pas normal. Et nous ne devons pas rendre les militaires coupables de notre propre irresponsabilité. Et là, moi, j'estime que l'autorité, disons, la personne à qui il faut poser la question, c'est l'autorité budgétaire. Le député d'ici. Mais la population aussi, les députés, quand ils votent le budget. Pourquoi est-ce qu'ils ont voté le budget récemment? C'était au mois d'octobre. C'est eux qui ont décidé qu'on puisse payer aux militaires moins de 100 $. Mais quand ils viennent ici, les gens les applaudissent. Les gens les applaudissent pour les miettes qu'ils donnent, alors que nous devrions plutôt leur demander de bien traiter les militaires pour que nous soyons en sécurité. Mais le problème, c'est que nous avons aussi une population qui se contente de peu. Vous allez voir les gens, parce qu'on lui a fait 1000 francs, on lui a fait, je ne sais pas moi, un demi-sac de farine, pour un seul jour pendant 5 ans, les gens applaudissent. On lui a acheté la boisson, les gens commencent. Alors qu'ils ne savent pas, mais nous sommes en train de mourir, non? Nous sommes en train de mourir. Nous mourons parce que, d'une part, il y a l'irresponsabilité de nos députés qui font le budget et qui n'affectent pas l'argent en fonction des priorités du pays. La priorité, c'est la sécurité, mais le militaire est maltraité. Ça ne se comprend pas. Et nous, quand on vient ici, on les applaudit. Ce n'est pas normal. La population doit aussi être exigeante à ce niveau-là. Avant de finir donc la dernière question, maître, et quelle réforme juridique pourrait mieux encadrer ce type de situation en avenir? La première chose, c'est que d'abord, sur le plan juridique, moi je suis d'accord que la fuite devant l'ennemi, il faut maintenir cette disposition légale comme telle dans notre code pénal. Mais il faut aussi trouver en fait des dispositions légales. C'est que moi je peux demander dans les jours qui viennent, il faut qu'il y ait une loi sur même la conception du budget. Quand les députés font le budget, il faut qu'il y ait des obligations par rapport aux priorités. C'est comme par exemple les écarts des salaires. Comment par exemple un député peut toucher plus de 10 000, je ne sais pas moi si 15 000 ou 20 000. Le militaire touche moins de 100 $. Bien l'enseignant touche moins de 100 $. Et nous, on accepte ça dans ce pays. Il faut qu'il y ait une loi pour encadrer cela. Il faut par exemple qu'il y ait une loi qui oblige les députés à faire le budget, à affecter l'argent du pays en fonction des priorités du pays. Et cela en tenant compte d'abord, parce que lorsqu'il y a un service, on a besoin qu'il y ait de l'efficacité dans tel service public. La première chose qu'il faut faire, c'est de bien traiter les citoyens qui travaillent là-bas. Si vous voulez améliorer, je ne sais pas moi, la santé dans ce pays, il faut d'abord voir le traitement du médecin et après, vous allez à autre chose. Si vous voulez améliorer l'enseignement dans ce pays, vous devez d'abord bien payer l'enseignant et après, maintenant, passer à autre chose. Si on veut améliorer la sécurité dans ce pays, il faut d'abord bien traiter les militaires et maintenant voir autre chose. Et ça, moi, j'estime que dans les jours qui viennent, il faut ériger ça en une... D'ailleurs, il faut mettre ça peut-être même dans la Constitution. Et voir comment, en fait, même l'injustice sociale, ce qu'on appelle l'injustice sociale, il faut qu'il y ait une loi qui sanctionne, qui peut sanctionner, par exemple, les députés qui font un budget qui viole, n'est-ce pas, la justice sociale qui est censée être consacrée dans la Constitution. Donc, pour moi, j'estime qu'il faut qu'il y ait une loi qui encadre la conception du budget pour que on ne puisse pas tomber
Parce qu'en fait, la réalité, c'est que nous sommes dans une injustice légalisée. Les députés se donnent trop d'argent, on ne donne pas aux militaires suffisamment, et quand les militaires fuient devant l'ennemi, on les sanctionne de la peine de mort. Donc c'est comme si, en fait, le pays est en train de punir les militaires pour ses propres défaillances. C'est injuste. C'est injuste. Ça, c'est une réflexion que j'ai fait, une réflexion citoyenne. C'est injuste. Mais le juge, lui, n'a pas de choix. C'est la loi, il doit appliquer la loi. Mais ici, je parle comme citoyen, comme politique. Pour moi, c'est injuste qu'on puisse tuer des gens, qu'on puisse sanctionner des gens que nous traitons mal. Et donc, dans les jours qui viennent, il faut qu'on apprenne. Mais aussi, la volonté, c'est la volonté aussi de la population. Une population qui ne sait pas faire pression sur ses dirigeants. Une population qui se contente de peu. Parce que tout ce que nous subissons là, il y a la part de la population. Et moi, j'en connais quelque chose parce que j'ai été candidat dans la vie. Et je sais que la population, la majorité, ils ne votent pas les compétences. Ils ne votent pas pour... la plupart, ils votent pour des miettes qu'on leur a données. C'est-à-dire, en fait, nous devons mettre fin à ce système. Mais il y a des actes qui soutiennent le système. Et ces actes-là, il faut mettre fin à ces actes. C'est comme, par exemple, lorsque un député, ils se sont partagés l'argent du pays seul là-bas. Vous êtes resté dans une injustice ici. Les militaires n'ont pas touché assez d'argent. Et la sécurité n'a pas été garantie. Lorsque le député vient 5 ans après, il te fait 1000 francs. Tu le votes pour 1000 francs. C'est comme pour lui dire, allez continuer à faire la même chose. Continuez à donner, à payer aux militaires moins de 100 $, continuez à payer aux enseignants moins de 100 $. Vous reviendrez 5 ans après, vous allez encore nous faire 1000 francs, nous on va encore vous remettre là-bas. C'est ça, c'est ce que nous vivons. Spirituellement, même pas spirituellement, dans le fait, c'est en fait un soutien à un système qui ne marche pas. Et là, c'est la responsabilité de la population. C'est là que je dis aussi, les leaders d'opinion, il faut sensibiliser la population, il faut conscientiser la population. Une population qui n'est pas éveillée, elle sera sans le savoir complice de ses propres malheurs. Et là, il faut interpeller les gens, surtout les leaders d'opinion et l'élite pour conscientiser cette population. Oui, en tout cas, maître, nous sommes à la fin de notre entretien. Dans une minute, avez-vous un dernier mot peut-être adressé aux Congolais qui vous suivent de partout à travers le monde face à la situation de l'Est? Dans quelques minutes. Ce que je peux dire aux Congolais, vous avez élu des députés, faites pression sur les députés pour que le dernier des militaires ne puisse pas toucher moins de 300 $ le mois. Si nous y parvenons, beaucoup de gens vont s'enrôler dans l'armée, le moral va être très élevé et nous allons gagner cette guerre. Voilà ce que moi j'estime qu'il faut faire. Il faut aussi, bien sûr, encourager les autorités. La question du commandement, il y a aussi la question des détournements. Ceux qui détournent l'argent du militaire doivent être aussi punis de la peine de mort. Et l'impunité, il faut y mettre fin. Mais moi, je demande à la population, il faut plus faire pression sur les députés. Ce sont eux, nos élus. C'est eux les avocats politiques de la population. S'ils sont complaisants, les actes de complaisance vont continuer et nous allons continuer à souffrir. Il ne faut plus voter pêle-mêle. Il faut voter, il faut voir les compétences, les capacités. L'Assemblée nationale, c'est pour des gens qui sont compétents. Il ne faut pas voter pour des miettes. Ça, ce sont des systèmes qu'il faut laisser dans les jours qui viennent. Je vous remercie. Maître Sekera Kivasubwamo, en tout cas sincèrement du fond du cœur, nous vous disons merci et surtout de votre temps consacré à notre chaîne de télévision. C'est moi qui vous remercie. Je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation. Ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir. Au revoir.